Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour le bilan du Cold Winter Challenge. Donc je fais le bilan du Cold Winter Challenge, nous sommes le 30, donc il me reste encore hypothétiquement un jour pour lire. Mais le dernier livre que je vais lire, qui est normalement The Grandest Game, il ne rentre pas dans le Cold Winter Challenge, et puis ben, je vous en parlerai, c'est pas grave, au mois de février dans le bilan. Donc ce mois-ci, j'ai lu 31 livres. Au niveau du Cold Winter Challenge, du coup, au mois de janvier, j'avais prévu 10 livres. Et au final, eh ben, les 31 que j'ai lus, je les ai quasi tous fait rentrer dans le Cold Winter. Donc même s'il y a les BD, bon évidemment, les BD ne rentrent pas dans le Cold Winter Challenge. Mais sinon, ils sont tous dans le Cold Winter Challenge quasi. Donc on va commencer par le début avec le premier menu famille, enfin le mot-clé famille, entre Fika et Idge. Je devais lire Tom Riley, le tome 1. Je ne l'ai pas lu, je l'ai remplacé par un autre livre parce que, eh bien, Tom Riley, c'est une série de 4 tomes et les 4 tomes, eh ben, ne sont pas dispo. Il n'y a que le tome 1 qui est dispo en papier. Et les autres sont tous en e-book, et même il y en a, je crois, qui sont même pas dispo en e-book. Enfin, c'est un joyeux bordel, cette série encore, qui a arrêté d'être traduite chez Kennes. Pas arrêté d'être traduite, mais d'être éditée, pardon. On peut plus les retrouver neufs, d'occasion, ça existe quasi pas. Donc voilà, je me suis pas auto-frustrée. Donc j'ai préféré ne pas lire le tome 1, je vais le mettre dans la boîte à livres. Mais à la place, du coup, j'ai mis L'Héritage de Florian Perrault. Donc c'est un livre que j'ai reçu ce mois-ci, un service presse de l'auteur. Et dans mon objectif de 2025 de me remettre au thriller fantastique, eh ben, Florian Perrault m'a vraiment fait frissonner, m'a vraiment mis mal à l'aise et m'a vraiment super intriguée avec son roman. Donc c'est son premier roman. Et donc du coup, c'est une histoire de Ethan Philippe qui fait sa vie tranquillement, qui évite tous les problèmes. Il est prof, il essaie vraiment de ne pas se foutre le moins de stress dans sa vie. Jusqu'au jour où son père, qu'il n'a pas vu depuis 30 ans, voire plus, décède et lui dit « Écoute, il faut que tu récupères ce manoir, mais fais attention parce que ce manoir est bizarre. » Et donc du coup, avec une de ses amies, il va se rendre dans ce manoir familial. Et il va découvrir qu'il se cache quelque chose de vraiment très très sombre dans le sous-sol de cette maison. Mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment aussi une sombre histoire familiale qui remonte sur des générations et des générations, sur plusieurs siècles. Et donc du coup, j'ai vraiment adoré cette histoire-là pour justement toute cette recherche généalogique. Du coup, très curieux de comprendre ce qui se passe dans ce manoir, pourquoi son père lui lègue ce manoir. Il va se lier d'amitié, voire un peu plus, avec une de ses collègues. Et donc du coup, ils vont partir tous les deux voir ce manoir. Et il va en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de son père. Il va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais qui se passe là-dedans. Il va certainement savoir un peu plus sur sa mère qui a disparu quand il était plus jeune. Et voilà, c'est vraiment des choses très sombres, mais c'est super addictif. Je l'ai commencé un matin en attendant devant chez le coiffeur, donc pendant une demi-heure, et je l'ai lu vraiment dans la journée parce que c'est des chapitres très courts. C'est super aéré à l'intérieur, donc c'est vraiment très agréable de manière fonctionnelle à lire, mais au niveau de la fiction, c'est vraiment super bien travaillé. C'est très simple. On n'entre pas dans trop de fioritures, même si le manoir est super bien décrit, si on est aussi beaucoup dans la psychologie du personnage d'Ethan, on est beaucoup dans la recherche aussi entre le lien du père d'Ethan et Ethan. Il y a pas mal aussi de petits clins d'œil à la population du Nord avec le langage bien patois que l'on connaît, des légendes qui tournent autour de ce manoir Montclair, les passants qui vont se poser des questions sur ce manoir. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans ce manoir. C'est un one-shot, c'est vraiment super efficace. En une soirée, pour vous donner des frissons, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai lu la duologie du coup de Élodie Chantepie, qui est La Chambre Rouge et le deuxième tome, Le Manoir des âmes brisées. Donc là, on est vraiment dans du thriller fantastique. On est aussi dans l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ethan, qui se voit léguer à la mort de son père un mystérieux manoir. Mais ça fait 50 ans qu'il a l'abandon et son père, quand il lui a légué le manoir, lui a fait promettre de ne pas rentrer dans la Chambre Rouge, qui est une pièce apparemment pleine de mystères au sein de ce manoir. Et donc là, il est enquêteur, il a perdu sa femme et son bébé. Du coup, c'est un enquêteur qui est vraiment super traumatisé, qui a un passé lourd, etc. Mais je trouve que sa personnalité, je l'ai beaucoup aimée, même si parfois c'était un peu trop changeant. Mais j'ai beaucoup aimé la relation qu'il va se créer avec sa collègue enquêtrice. Et donc du coup, il va y avoir tout un travail autour de la généalogie, parce que du coup, ce manoir, ça fait 50 ans qu'il n'est pas habité, il n'y a pas beaucoup d'archives, son père n'a pas laissé énormément de détails sur ce manoir. Et donc du coup, pour comprendre le mal qui se passe dans ce manoir, ils vont devoir remonter sur des siècles et des siècles de générations. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce travail de recherche, ce travail de devoir relier les fils entre eux pour pouvoir trouver des concordances entre ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, et puis trouver ce qui s'est passé entre. Donc ça, c'est une partie des arbres généalogiques. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai franchement énormément aimée. Élodie a vraiment une plume de dingue. Au niveau du tome 1, on est plus vraiment sur du thriller plus. C'est vraiment le côté fantastique, vraiment prend tout son sens à partir du tome 2, parce que là on va parler de sorcières, de sortilèges, de sorts de protection, de culte, d'hôtels, de sacrifices. Il va y avoir vraiment plein de choses, mais j'ai trouvé que les deux se complétaient vraiment bien, justement parce que le surnaturel prenait vraiment tout son sens dans ce tome-là. Et là, on est vraiment dans la recherche, dans le questionnement, dans un peu plus terre à terre, même si il y a quand même du surnaturel qui commence à prendre le pas, hein. Mais vraiment dans celui-là, ça prend tout son sens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la tournure qu'a pris du coup la vie d'Ethan. J'ai beaucoup aimé avec ce personnage du coup qui va être le médium. Je vais pas vous en dire plus, mais les personnages sont vraiment super attachants dedans. J'ai été vraiment plongée dans l'histoire et je les ai lus vraiment d'affilée en un week-end. Donc voilà, je suis vraiment super contente de m'être remise à lire Élodie Chantepie, parce qu'elle m'avait vraiment charmée au début avec sa duologie Chat Noir. Ça a été un énorme coup de cœur aussi, donc du coup je suis vraiment super contente de l'avoir lu de nouveau avec cette duologie-là. Et du coup, dans ses écrits, elle a arrêté le thriller fantastique. Elle a fait une série sur les Vikings, mais ça c'est un peu moins ma came, donc je pense pas que je lirai. Par contre, elle a sorti un nouveau thriller qui s'appelle Entrailles. Je pense me l'acheter au mois de février, peut-être, pas ce mois-ci. Je pense me l'acheter parce que j'aime beaucoup sa plume. Et son côté thriller est vraiment super bien aussi. Et elle écrit aussi encore un nouveau livre où, dans ses stories, quand elle explique un peu ce qui se passe, ça n'a pas l'air non plus très jojo, ce qui se passe dedans. Donc voilà, je vous conseille fortement cette autrice de thriller fantastique, elle est vraiment géniale. C'est toujours une bonne histoire, avec une belle plume, un bon sujet, vraiment que du bon. Ensuite, je vous ai pas dit pour quelle catégorie c'était, j'étais partie pour prendre ça à la volée. Mais ça, du coup, c'était pour Aurore Boréale, pour le mot-clé graphique. Et j'ai mis le tome 1. Et le 2, du coup, le tome 2, Les Manoirs des Arbres Brisés, c'était pour le menu froid polaire avec le mot thriller. Ensuite, on va reprendre dans l'ordre. Toujours dans le premier menu, entre Fika et Idge, j'ai mis pour le mot-clé maison, j'avais mis H-Princess, le tome 3, au mois de janvier, mais vu que j'ai abandonné le tome 2 au mois de décembre, j'ai pas lu le 3, donc à la place, j'ai mis Le Manoir des Deux Chênes de Cécile Nocat, qui est un petit livre que j'avais en e-book depuis un bail. Et donc, du coup, je l'ai lu, donc c'est celui-ci. Donc, Le Manoir des Deux Chênes, pareil, on est dans un manoir où un père et une jeune fille emménagent dans ce manoir, car ils ont perdu sa mère et sa femme. Et ils veulent se reconstruire. Son père veut faire de ce manoir une maison d'hôte, voilà, refaire toute une vie, une nouvelle vie.
Et ce manoir cache de sombres secrets, encore une fois, parce que on dit qu'il est tenté. Et notre jeune fille-là va se faire de nouveaux amis dans la ville où ils sont. Et les parents de ses amis sont un petit peu bizarres, on dit, ils sont médiums. Et cette jeune fille va se voir hantée par un esprit et va devoir l'aider. Donc c'est un petit peu à la Melinda Gordon. J'ai beaucoup aimé, même si l'histoire est quand même pas mal sombre, un peu tordu. Meurtre dans une famille, c'est toujours assez tordu. Mais voilà, c'était court, c'était palpitant, j'ai bien aimé la plume aussi, donc vraiment c'était une très très bonne lecture. De toute façon, tout ce qui se passe dans un manoir hanté, du moment que c'est bien écrit, ça ne peut que le faire avec moi en général. Ensuite, pour le mot-clé douceur, j'avais mis l'immeuble enchanté, mais je l'avais abandonné au mois de décembre. Donc du coup, ce mot-clé n'était pas rattaché. Et donc du coup, ce mois-ci, j'ai rattaché douceur avec le tome 1 et 2 de Prunelle, Sorcière Rebelle. Pareil, 2 livres numériques que j'avais dans ma palle depuis un bail. Et du coup, j'ai lu le tome 1 et 2. Donc c'est du du bon jeunesse quand même, à partir de 10-12. De Prunelle, qui habite dans un monde, donc c'est de la fantaisie, où on a ce qu'on appelle la magie douce et la magie forte. La magie douce, c'est la magie qu'on utilise pour faire des beaux rêves, pour avoir un beau jardin, pour enlever un mal de tête, pour faire des trucs plutôt banals. Et la magie forte, c'est construire, c'est combattre, c'est soigner des grosses blessures. Et donc du coup, cette magie-là, elle est réservée aux hommes. Et la magie douce, c'est réservé aux femmes. Donc c'est quand même un livre qui est porté sur le combat féministe. Parce que Prunelle ne comprend pas que... C'est son père qui a érigé cette loi. Ne comprend pas que son père ne veuille pas que les femmes utilisent la magie forte. Et de manière totalement hasardeuse, elle va se rendre compte qu'elle peut utiliser cette magie forte. Et du coup, son père ne va pas du tout accepter cette situation. Il va se montrer plus dur envers elle que n'importe qui au vu de la loi qu'il a mis en place. Et donc du coup, va s'en suivre un échappatoire. Elle va rencontrer différentes personnes qui va se révéler bien ou moins bien pour elle. Et donc du coup, voilà, on va suivre ce combat qui va tourner autour de rendre légitime les femmes à utiliser la magie forte. Ce n'est pas qu'une magie pour les hommes. Mais c'est vrai que ce personnage de son père est vraiment super détestable au premier abord. Je suis totalement d'accord avec ça, vraiment, je ne pouvais pas me le blairer. Le grand frère, encore moins. Mais, au vu de l'histoire, ensuite, à partir du tome 2, on comprend un peu mieux pourquoi il a fait ça. Mais c'est vraiment à la toute fin, on comprend, parce que il y a des révélations auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Vraiment, moi, je suis restée sur le cul de ce plot twist. Vraiment qui était super bien menée, super bien tournée. Et du coup, c'était vraiment une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Dans le tome 2, il y a eu quelques longueurs qui m'ont un peu saoulée parce que, elle divague un peu, enfin, elle vague entre différents endroits, elle se promène, machin. Donc des fois, c'était un petit peu long, mais à partir du moment où les choses se révèlent être différentes de ce qu'elle croyait, tout s'enchaîne, tout se révèle, plein de choses changent, donc c'était vraiment super bien. Une très très bonne duologie, donc du coup de Agnès Laroche. C'est une duologie, à Babelio il y a marqué qu'il y a 3 livres, mais c'est un tome 2,5 je crois, qui est en anglais. Je me suis pas lancée là-dedans, je me suis trouvé d'autres livres à lire en anglais, ça y est, enfin. Mais du coup, voilà, c'était une très bonne duologie, fantasy jeunesse, pas piqué des hannetons. Ensuite, deuxième sous-catégorie, Yule. Pour le mot solstice, j'ai lu le thriller L'île de Yule. Du coup, voilà, je relis des thrillers fantastiques, mais j'essaye de lire aussi des policiers, des thrillers normaux. Donc, ce qui a été le cas avec L'île de Yule. J'ai bien aimé et pas aimé. Bien aimé parce que j'ai été happée par l'histoire. Toujours au fait de ce manoir, toujours au fait de mystérieux disparitions, etc. Mais ce qui m'a manqué, c'est vraiment ces petites longueurs où il se passe pas grand-chose. On la voit vaquer un petit peu à ses occupations, tout ça. Et ouais, c'était entre deux en fait. J'ai adoré l'histoire parce que j'ai adoré comment ça s'est terminé. Vraiment, mais alors... La première partie du bouquin, c'était un peu longué, quoi. C'était un peu longué, et puis
La plume, ça a été compliqué de me mettre dedans. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude voilà, de lire des livres où on démarre direct dans l'action, où ça démarre direct, et là, c'était pas forcément le cas. Mais il faut que juste que je me réhabitue à ce genre d'écrits de policiers normaux où il n'y a pas forcément de trucs vraiment surnaturels ou autres. Mais ce qui m'a fait bien accrocher, c'est à partir du moment où on a commencé à parler de la mythologie nordique. J'ai beaucoup aimé parce que du coup, ça va vraiment tourner autour du solstice d'hiver et d'été, où il va y avoir en fait des cultes sacrificiels. Voilà. Donc ce côté-là, à partir du moment où ce côté-là est apparu dans le bouquin, et ben là j'ai vraiment été happée. Mais c'est apparu voilà, vraiment qu'à partir de un peu moins de la moitié, donc ça fait quand même sur 370 pages, ça fait quand même assez long. Mais j'ai pas lâché, voilà, j'ai pas abandonné et je suis très contente, mais parce que voilà, il y avait ce petit filon qui me plaisait bien. Ensuite, pour la sous-catégorie Julupuki, pour le mot secret, j'avais mis Glitch le tome 1, mais j'ai pas du tout accroché à la plume, j'ai pas du tout accroché au personnage, donc j'ai abandonné. Et à la place, j'ai lu Aveline Jones, le tome 2, du coup. Il est où? Il est là. Donc Aveline Jones, c'est une jeune fille qu'on a déjà vue dans le tome 1, qui part souvent en vacances avec sa mère. Et donc là, cette fois-ci, elle est partie en vacances avec sa mère dans un petit village où il y a un cercle de pierre qu'on appelle le cercle des sorcières. Et du coup, elle va essayer d'en apprendre plus sur ces pierres très bizarres. Elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Hazel, qui est aussi très bizarre, et qui va se révéler vraiment un personnage hyper toxique. On va essayer de la rendre un petit peu plus mignonne, d'essayer de la rendre un petit peu plus compréhensible, mais pas du tout, j'ai pas du tout accroché à ce personnage de Hazel. J'ai trouvé du coup Aveline assez crédible sur plein de choses. Et donc du coup, ça m'a un peu gavé, mais j'ai quand même adoré ma lecture. Mais c'est juste que voilà, je me suis dit, mais putain, ouvre les yeux, t'as les réponses devant toi. Donc non, fais en sorte de faire rouler tes méninges, quoi. Donc c'était un petit peu, voilà, cette naïveté qui m'a un peu gonflée, mais c'est toujours des très bonnes histoires. C'est une trilogie, j'attends impatiemment du coup de savoir quand est-ce que le tome 3 sera édité. Mais voilà, c'est un petit jeunesse qui fait toujours plaisir, avec de très belles illustrations, une histoire qui se lit très facilement, avec des personnages voilà, qui sont toujours très en couleur, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais. Et elle a toujours son amie avec elle qui va partir à l'enquête avec elle aussi. Donc voilà, c'est très très bien. L'ensemble est toujours, l'ambiance est toujours aussi sombre et inquiétant que dans le tome 1. Donc c'est vraiment super plaisant, c'est très plaisant, sauf voilà cette petite pointe de naïveté qui m'a parfois beaucoup gonflé. Ensuite, au mois de janvier, pour le mot peur, j'ai mis le tome 1 du Joyau, du coup de Amy Ewing. Il s'est rajouté un peu par là, je l'ai reçu, je me suis dit j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le découvrir, donc j'ai fait en sorte de le faire entrer dans le Cold Reader Challenge. J'avais mis dans le mot peur sans avoir lu le livre, et puis au final je me suis rendu compte que ça marchait extrêmement bien, parce que même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été quand même une bonne lecture. Je me suis acheté d'ailleurs la suite, donc c'est que ça a été quand même une bonne lecture. Mais on est vraiment dans la peur, dans l'oppression, parce que on va suivre une jeune fille qui s'appelle Violette. Ça va énormément vous rappeler La Servante écarlate, parce que c'est carrément ça, quasi. Où Violette, en fait, a été appelée à être mère porteuse dans la cité qui est le Joyau. Donc, le Joyau, c'est vraiment le cœur de la cité, là où il y a les maisons des gens riches, etc. Ensuite, on a le quartier des commerces, on a le quartier des fermes, et on a le quartier des pauvres. Elle vient du quartier des pauvres, et du coup, elle a été choisie pour être mère porteuse. Et en fait, pour découvrir la famille pour laquelle elle va être mère porteuse, ça va être sous forme de vente aux enchères, carrément. Elle va être le lot 197. Et donc, du coup, elle va être constamment dans cette peur-là de pas savoir ce qui va lui arriver,
d'être dénaturalisé, d'être déshumanisé. Donc c'est vraiment super lourd. Mais c'est vraiment le même sentiment qu'on ressent quand on regarde la série La Servante écarlate. J'ai pas lu le livre, je pense pas le lire. Mais la série vraiment m'a vraiment touchée et choquée. Et donc j'ai super apprécié de retrouver ça. Parce que La Servante écarlate, j'ai déjà essayé et La Plume, j'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'était pas fait pour moi. Mais du coup, Le Joyau, reprenant le même sujet, je trouvais que La Plume était beaucoup mieux faite pour moi. J'ai beaucoup plus aimé. J'ai bien accroché au personnage de Violette. Et du coup, elle va être menée à tomber amoureuse du garçon qu'il ne faut pas, qui n'était pas destiné. Et du coup, elle va tenter de s'échapper du joyau. Pour voilà. Mais il y a quand même vachement des trucs très salaces, très toxiques. La famille qu'il a acheté, parce que c'est acheté, la famille qu'il a acheté, la baronne, est super ingrate, mais parfois touchante, mais parfois vraiment dégueulasse. Le médecin, il se montrait très charmant, et puis d'un coup, ça va être un fou, un scientifique totalement fou, qui va faire tout et n'importe quoi, quitte à l'endormir pour l'inséminer de force. Enfin voilà, c'est quand même assez dur comme sujet, hein. C'est très très dur. Il y a une belle histoire d'amitié entre Juliette et l'une de ses meilleures amies avec qui elle a grandi dans le camp où on les prépare à devenir mère porteuse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a aussi tout un côté magique qui n'a pas été super bien expliqué à l'intérieur, mais je pense que ça sera plus exploité dans les tomes 2 et 3. Parce que, en fait, les mères qui sont dans le joyau sont toutes stérilisées parce qu'à chaque fois qu'elles tombaient enceintes, elles donnaient naissance à des bébés difformes. Et donc, du coup, elles ont toutes été stérilisées. C'est pour ça qu'elles font appel à des mères porteuses. Mais tu deviens mère porteuse que si tu as certains pouvoirs en toi. Le pouvoir de pouvoir changer la forme, de pouvoir changer la taille, de pouvoir changer l'aspect physique. Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a des noms très, très spéciaux. Je sais plus. Mais c'est un nom bizarre parce que c'est vrai que c'est pas des noms auxquels on donnerait à des pouvoirs. Mais du coup, voilà. Et en fait, elle obtient vraiment le score le plus haut dans tous ces 3 pouvoirs. Et donc, du coup, c'est pour ça on l'adule vraiment parce que normalement, elle est censée faire le bébé parfait. Parce que quand ils vont l'inséminer, eh ben, elle est censée pouvoir donner les yeux bleus, lui faire 51 cm, lui faire la peau marron, les cheveux blonds, etc. Voilà, et tout ça aussi de manière très rapide. C'est-à-dire que normalement, une grossesse, c'est 9 mois, et elle, on va lui demander de le faire tout ça en 3 mois. Voilà, faire un bébé en 3 mois avec plein d'aspects physiques prédéfinis et tout, enfin, c'est assez bizarre. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que tout ça, ça faisait un ovni. Vraiment un ovni, tout en ne l'étant pas, parce que ça ressemble beaucoup à La Servante écarlate, mais il y a des choses dedans voilà, qui rentraient, qui étaient un petit peu bizarres. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé, et j'ai super hâte du coup de lire le tome 2 et 3. Ensuite, pour la même sous-catégorie, j'ai lu pour le mot-clé Métamorphose, Règne animal de Adrien Thomas. Adrien Thomas, je l'ai beaucoup lu pour Ultimage, donc j'avais beaucoup aimé Ultimage. Mais là, celui-ci, pour moi, ça ne l'a pas fait, ça a complètement raté. Je l'ai lu en diagonale à partir de la seconde moitié. La première moitié était hyper longue, vraiment, et surtout, vraiment, le gros point noir, c'est que c'était un discours hyper politisé, hyper écologiste, sociétal, enfin voilà, c'était vraiment comme Ilos de Marion Brunet, c'était pareil, c'était vraiment un livre qu'on peut classer en société, parce que la fiction ne prenait pas trop le pas en fait sur tout le reste de tous les messages qu'on voulait faire passer. J'ai trouvé ça super dommage. Les 4 ados qu'on va suivre vont développer des facultés en lien avec leurs animaux. Ils vont voyager avec eux, donc ils vont être souvent ensemble. Mais j'ai trouvé que c'était pas super bien exploité comme ça aurait dû l'être. Parce qu'on avait vraiment des pages et des pages de grosses pavasses de discours et de discours et de discours. Ou alors, parfois, on était dans la psychologie des personnages totalement inutiles. Qui n'apportait rien au récit, qui n'apportait rien à l'explication de certaines actions des personnages,
Enfin voilà, je suis complètement passée à côté, donc malheureusement celui-là, je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque, du coup je vais aussi le mettre en boîte à livres, c'est vraiment super dommage. Mais j'aurais dû faire confiance à mon pif, parce que lui c'est pareil, je l'avais pris, je l'avais remis, je l'avais pris, je l'avais remis. Mais vraiment, j'avais pas un très bon sentiment. Et puis au final, bah, ça s'est avéré vrai. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre et de reprendre et de pas prendre. Comme avec le joyau. Puis au final, le joyau, ça s'est très bien passé. Lui, ça s'est pas passé. Mais j'avais vraiment quelque chose qui me disait peut-être que ça ne te plaira pas du tout. Et au final, ça a été le cas. C'est vraiment très très dommage. Pour au final, tout ça, une fin qui est bateau, bâclée. Et vraiment digne des fins de méchants clichés, quoi. Donc... voilà, très très dommage. Ensuite, pour la sous-catégorie Allons pour histoire courte, j'ai lu La légende de Spellman de Daryl Delight. Lui aussi, c'est un... j'ai lu pas mal de livres numériques en janvier. Un livre numérique que j'avais depuis longtemps aussi, c'était Daryl Delight, du coup, qui m'a envoyé l'intégralité de son œuvre en e-book. Et donc, du coup, voilà, là, j'en ai lu deux de lui ce mois-ci, je crois, ou un. Donc, La légende de Spellman, c'était un petit livre où nous avons des ados qui font un feu de camp devant une maison abandonnée avec de nombreuses légendes autour. Et puis, du coup, ces 4 ados, il y en a 3 qui vont être plus présents, vont raconter à leur tour leur propre version de la légende de Spellman. Donc, on a la légende qui est vraiment dans le fantastique. On a la légende qui est beaucoup plus terre à terre. Et après, il va y avoir d'autres petites histoires entre eux, dont un pari qui va très mal finir. Et donc, du coup, ça va être vraiment très intéressant de voir, de lire cette histoire, parce que, à une même légende, on peut lui accorder différentes histoires, et on peut voir que les façons de raconter jouent énormément, les façons de tuer jouent énormément aussi sur l'impression que ça donne. Donc c'était une très très bonne lecture pour Halloween. Je pense que c'est vraiment parfait parce que la plupart, l'histoire se passe vraiment dans une maison abandonnée au milieu de la forêt. Soit on parle d'un tueur en série, soit on parle d'un fantôme qui revient pour se venger. Il y a vraiment plein de choses, et puis au final, il y a un petit clin d'œil fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que du coup on ne sait pas réellement quelle est la vraie version de cette légende de Spellman. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Ensuite, pour le mot-clé tradition tradition, et pour le mot-clé couverture qui brille pour lumière enchantée, j'ai mis le tome 1 et 2 de La Fiancée. Donc je vais vous faire les deux d'un coup, hein, comme ça je vous donne l'avis général. Donc La Fiancée, j'ai beaucoup aimé le tome 2, un peu moins le tome 1, parce que j'avais encore en tête l'histoire de la sélection, donc c'était un peu dur de m'en dépatouiller. Mais j'ai beaucoup aimé le tome 2, parce que c'était beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, il y avait beaucoup plus de stratégies mises en place, de réflexion. Là, on est sur une jeune fille que j'ai un peu moins aimée, beaucoup plus pain beige, beaucoup plus cucu-pampan, voilà. Là, non, on est vraiment dans une personnage qui a énormément évolué, qui a changé, qui a revu ses valeurs. Donc pour l'histoire, c'est Hollis qui va être vraiment mis sur un piédestal par le roi, qui va finir par faire d'elle sa fiancée, du coup, la fiancée. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte que la vie de reine, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Ça va tourner dans quelque chose de vraiment très toxique. Et puis, elle va tomber amoureuse de quelqu'un dont il ne faut pas. Et du coup, elle va devoir choisir entre les deux. Voilà. Sauf que c'est deux vies totalement différentes qui vont s'imposer à elle. Elle va devoir en choisir une avec tout ce qui ira avec. Et donc, du coup, ce tome 2, une fois qu'elle aura fait son choix, tout va partir un petit peu en cacahuète dans tous les sens, que ce soit au niveau des relations familiales, au niveau des relations amoureuses, au niveau des relations amicales, au niveau de son statut dans la société. Il y a vraiment énormément de choses qui vont péter là-dedans. Mais alors, le tome 1 m'a vraiment laissé un goût amer quand j'ai fini de le lire. Parce que j'étais totalement dégoûtée de cette fin. Je me suis dit, mais c'est pas possible, à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi on fait ça? On nous met dans l'allaitement, dans le machin, on se dit, ça y est, enfin, c'est fait et tout, pour au final, poum, replomber l'ambiance totalement horrible.
Et puis au final, c'était un mal pour un bien parce que ça a vraiment fait du bien au personnage. Et le tome 2 a été vraiment super bien, mais j'avoue que la tournure que ça a pris dans le tome 2, je me suis dit, c'est un petit peu light quand même au niveau de tomber amoureuse de quelqu'un de très proche, d'une personne qui est morte. Enfin, c'était un peu bizarre, pas incestueux, c'était pas de la famille proche, mais c'était un peu bizarre. Ça m'a un peu choquée, mais bon. Après, c'est de la fiction, on fait ce qu'on veut. Mais ça m'a un peu choquée, parce que on s'y attendait un petit peu quand même. Mais ça m'a un peu choquée quand même que ça aboutisse de cette manière. Mais à la toute fin, niveau politique, j'ai beaucoup aimé la tournure que ça a pris. Voilà, c'est vraiment... On passe d'un personnage du tout au tout, donc ça c'était vraiment super bien de voir cette évolution de personnage. C'était vraiment super bien, vraiment super bien. Kierakas, vraiment toujours un coup de cœur pour moi, vraiment. Je n'ai pas été déçue encore de ces... j'ai lu du coup 7 livres d'elle, donc vraiment super contente. Il me reste du coup Histoire secrète à lire que je lirai au mois de février. Ensuite, janvier, pour la sous-catégorie Josco Cercle polaire, pour le mot-clé nuit, j'ai lu Louve. C'était pas mal, une histoire de loup-garou, une jeune loup-garou qui débarque dans une ville, elle sent qu'il y a un autre loup-garou dans le coin, et du coup, elle va essayer de chercher de qui il s'agit. Sa famille n'est pas forcément au courant que c'est une loup-garou, mais son oncle ou son grand-père l'est, et du coup va l'aider lors de ses transformations à la pleine lune. J'ai beaucoup aimé la tournure que ça prend, parce que des fois, on a vraiment cette bestialité qui ressort, parce que parfois, on va vraiment avoir la bête qui parle, et ça va être vraiment super instinctif, quoi. Ça va être des phrases courtes, des phrases tranchantes, ambiance fétide, la rage au cœur et aux tripes, trouver l'autre, chasser l'autre, etc. Et j'ai beaucoup aimé avoir ce point de vue du loup-garou, qui est vraiment très succinct, hein, mais qui est vraiment très flash et très tranchant. Donc c'était une bonne histoire de loup-garou en one-shot. Vraiment, ça fait vraiment l'affaire. J'ai rien de particulier à dire. Pascal Brissy, j'ai quasi toujours aimé. Donc voilà, si vous voulez une histoire de loup-garou rapide, efficace, je pense que ça peut largement le faire, avec toute une histoire familiale aussi qui va se cacher et se révéler vers la fin du roman. Ensuite, je devais lire pour le mot-clé isolement, je devais lire La sorcière de Prince Iceland. Je ne l'ai pas lu finalement parce que je l'ai commencé, j'ai pas du tout adhéré à la plume. Donc à la place, j'ai lu Les monstres d'outre-terre, donc le tome 1 et 2. Donc nous parlons d'isolement parce que notre jeune héroïne est isolée de tous. Son père la garde prisonnière chez lui, alors que lui sillonne le royaume d'outre-terre tout le temps, il est quasiment jamais à la maison, pour chasser les monstres. Et donc sa fille, du jour au lendemain, va devoir se relever les manches pour retrouver son père, qui a été mystérieusement enlevé. Et donc du coup, elle va prendre ses clics et ses claques, et à 15 ans, se débrouiller toute seule, dans un monde qu'elle n'a jamais vu qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Elle fait l'école à la maison, enfin voilà. Vraiment très isolée. Et du coup, elle va rencontrer un jeune garçon qui, au départ, va être un petit peu compliqué à gérer. Et puis au final, ça va se transformer en une sorte d'amitié. Et puis, avant, quand même, plus relation professionnelle. Parce que du coup, ils vont devoir se montrer comme apprentis chasseurs de monstres pour voilà, gagner, pour faire du gagne-pain. Et puis pour parfois avoir accès à certains endroits où ils doivent aller pour finir leur quête. Donc Les monstres d'outre-terre, voilà, c'est une duologie jeunesse qui fait même pas 300 pages. Très très bien, avec des monstres, on a des pages qui nous expliquent avec des dessins et des illustrations ce que sont ces monstres. C'est vraiment très facile d'accès, c'est très simple, des fois drôle, des fois triste, avec une histoire familiale aussi qui est plutôt bien travaillée. Une mère absente qu'on découvre après pourquoi, le papa aussi qui cache un petit peu bien son jeu, et puis la fille qui se retrouve au final spécial, on découvre pourquoi en fait elle est vraiment isolée de tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment une duologie que j'ai beaucoup aimée aussi. Je vais couper l'update lecture ici pour l'instant parce que la vidéo originale fait 1h13.
Je vais pas vous poster une vidéo d'1h13, ça va être complètement indigeste. Donc je vais couper là en deux pour essayer de faire 2 vidéos d'une demi-heure à peu près. Pour que ce soit plus digeste, et puis du coup ben voilà, vous aurez l'update lecture en 2 parties. Ce sera beaucoup mieux. Donc je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Ne la manquez pas parce qu'il y a énormément de coups de cœur, une déception aussi, et plein de bonnes découvertes que je vous conseille fortement. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour l'update lecture numéro 2 de ce mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.